Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle demi-heure dédiée à la bande dessinée sur Watch TV. Comme toutes les 2 semaines, je suis accompagnée par Nicolas Adolphi. Bonjour Nicolas. Bonjour Emma, bonjour à tout le monde. Au programme de cette émission, une jeune autrice épatante qui signe un livre qu'on a adoré tous les deux, Goupil-ou-Face, on y revient dans un instant. Un focus aussi sur un très bel album consacré au célèbre peintre belge Magritte, dont nous célébrerons le 50aire de la mort l'an prochain. Et puis nous retrouverons évidemment Laurent Genati. Coucou Laurent. Bonjour Emma. Il est déjà là avec nous, voilà, journaliste chez notre partenaire BDGS qui nous présentera l'album coup de cœur de la rédaction. Mais quel sera son choix cette semaine? Suspense et rendez-vous dans un petit quart d'heure. Et puis évidemment, on parlera de nos coups de cœur à nous aussi, tous les deux, parce que nous aussi, on en a, voilà. Et pour commencer, évidemment, je vous propose d'accueillir notre invitée du jour. Elle s'appelle Lou Luby. Bonjour Lou. Bonjour. Vous allez nous présenter votre album, du coup, Goupil-ou-Face dont je parlais, qui vient de sortir chez Vraoum. C'est notre rubrique invitée et c'est maintenant. Jingle. Nicolas, vous nous dites quelques mots sur Lou. Alors, Lou, une toute jeune auteure qui nous vient donc de l'île de la Réunion. C'est ça. Et alors, vous avez beau être jeune, vous avez déjà à votre actif un certain nombre de réalisations qui sont assez étonnantes, à savoir que vous avez commencé par écrire un roman, puis un second. Vous aviez alors 18 ans, donc toute jeune. Ces romans s'appellent Hallucinogènes, c'est ça, 1 et 2. Puis, vous vous êtes lancé d'abord dans la bande dessinée, mais en tant que scénariste la première fois, c'est bien ça ? J'ai fait un peu tout en même temps, en fait. Alors, je cite L'île au temps suspendu avec au dessin Romain M chez Epsilon Éditions. C'est une maison d'édition réunionnaise. C'est ça, en fait. Les 5 premiers livres que j'ai faits étaient tous chez des éditeurs réunionnais et parlaient de la Réunion. Et donc, c'était vraiment une rupture avec Goupil-ou-Face. C'était plutôt de la bande dessinée jeunesse ou c'était de la bande dessinée de quel type? Parce qu'en fait, on les connaît pas. Ils sont introuvables ici. Ils sont encore trouvables pour ceux qui ont le courage de chercher dans les méandres du web. D'accord, je le prends pour moi. Et non, c'était de l'humour essentiellement. L'île au temps suspendu était une bande dessinée jeunesse. Les autres, c'était humour plutôt tout public, mais plutôt adulte. Voilà. Alors là, pour le coup, ce que vous nous proposez aujourd'hui, donc le livre Goupil-ou-Face chez Vraoum, c'est un livre qui est déjà beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. Oui. Là, on rentre dans un domaine complètement différent. Oui. Alors, donc, ce livre qui nous a tellement plu, donc Goupil-ou-Face, concrètement, c'est un livre dans lequel vous développez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, à savoir une maladie qu'on ne connaît pas très bien, que vous n'avez pas connue tout de suite, dont vous avez ressenti les effets, et il vous a fallu parcourir tout un chemin extrêmement particulier pour arriver à savoir ce que c'est, à savoir la cyclothymie. Qu'est-ce que la cyclothymie ? En quelques mots. La cyclothymie, c'est un trouble de l'humeur qui est de la famille des maladies bipolaires, et donc qui se caractérise par une alternance de phases hautes, de très hautes, donc qui s'appellent les hypomanies, de phases très basses qui sont des dépressions. Et donc la particularité de la cyclothymie par rapport aux autres maladies bipolaires, c'est que ça se fait sur des périodes très très courtes. Donc on est vraiment dans une instabilité permanente de l'humeur, de l'énergie au quotidien. Alors c'est ce que vous montrez d'ailleurs à travers votre bande dessinée, c'est-à-dire que vous vous couchez un soir, vous êtes extrêmement joyeuse, vous vous réveillez le matin, c'est juste l'enfer sur terre. En gros, c'est ça. Alors l'enfer sur terre, pas en permanence. On a quand même, il y a des degrés en fait dans la cyclothymie. Il y a des périodes, il y a des gens pour qui c'est seulement un tempérament, donc c'est pas pathologique et on vit très bien avec. Et il y a d'autres personnes chez qui ça prend une intensité, donc qui atteint le degré de bipolarité et où effectivement ça devient très 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 difficile à vivre parce qu'on est vraiment dans des phases qui sont potentiellement suicidaires quand on parle de dépression, avec des prises de risque quand on parle d'hypomanie, où donc on doit vraiment juguler au quotidien des variations qui sont complètement hors de contrôle. Ce que vous nous montrez aussi, c'est que la cyclothymie, c'est presque une terminologie commune qu'on utilise quand quelqu'un nous fait une crise de nerfs, en gros. Mais ce que vous montrez, c'est que ce qui est extrêmement délicat, c'est que c'est une vraie maladie. Ça, c'est un premier point. Que c'est une maladie qui est source de souffrance, et ça, on se rend pas compte. Mais surtout, et j'ai été très surpris, vous dites qu'il y a quasiment 6% de la population qui est concrètement atteinte de cyclothymie, jusqu'à 20% à des degrés divers. 6% non, en France. Pas du tout. Je sais pas si la statistique, elle est... Ouais. Alors, 6%, non, c'est sur la population mondiale. Il y a des études qui ont été menées dans différents pays par des psychiatres. Et 6%, c'est le tempérament cyclothymique. C'est-à-dire des gens qui ont des variations d'humeur
intense, pas forcément pathologique. D'accord. Ça atteint le degré de bipolarité chez un nombre un peu plus faible de personnes. D'accord. 20%, non, c'est pas du tout un chiffre qui est lié à la cyclothymie. 20%, c'est le nombre de personnes qui sont hypersensibles à peu près. Et on peut être hypersensible pour plein d'autres raisons et pas uniquement parce qu'on est cyclothymique. D'accord. Alors, vous avez choisi un traitement tout à fait particulier pour ce livre, à savoir que c'est de la bichromie, mais une bichromie avec du orange, plein de orange dedans. Le orange d'un personnage qui est très important dans ce livre, un renard. Qui est ce personnage? Quel est donc ce renard? Le renard, c'est vraiment l'incarnation de la cyclothymie. En fait, quand j'ai commencé ce projet, je me suis dit, si je veux que les gens comprennent de l'intérieur ce que c'est, il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit représenté. Et du coup, il fallait un compagnon, quelque chose, une forme pour incarner la cyclothymie. Je me suis dit qu'un renard, ça collait vachement bien. C'est très sympa à dessiner. Et puis, il y a vraiment cette notion de, à la fois, c'est un animal qui a l'air un peu mignon, qui fait pas vraiment peur. Et puis, en même temps, c'est quand même un animal qui est de la famille des loups, qui est dangereux, qu'on ne peut pas apprivoiser, et donc qui est... Puis qui est très malin aussi. Le renard est rusé. C'est vrai que dans la culture européenne, on retrouve ça. Moi, je me suis plus calquée sur la culture japonaise, où les renards sont des êtres un peu ambigus, on les appelle les kitsune. Parfois, ils aident les héros dans les quêtes, et parfois, ils les contrent, ils leur jouent des mauvais tours. Et c'est plus sur cette ambiguïté du bon et du mauvais, où on ne sait pas vraiment avant quel rôle il va jouer que j'ai voulu exprimer en fait. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage, c'est, je vais dire, une forme de légèreté pour un sujet qui est quand même très sérieux, une forme de légèreté que vous empruntez. Parfois c'est même très drôle. Encore une fois, le sujet est grave. C'est un choix de narratif de votre part, et c'est avec une construction qui est extrêmement précise sur le sujet, quasi scientifique. Oui. C'est vrai que derrière Goupil-Louface, il y a beaucoup de recherches, parce que je voulais maîtriser à fond mon sujet et je voulais vraiment faire un livre qui soit didactique. En premier lieu, le narratif, l'autobiographique, le ludique est arrivé après, pour habiller et pour servir de fil conducteur. Du coup, j'ai vraiment construit ma narration comme un livre scientifique. Et ensuite, je suis venue tisser par-dessus, ce qui fait que le livre est agréable à lire, parce que c'était pas pour proposer un énième traité sur la cyclothymie, ça existe et les gens n'ont pas envie de le lire. C'est pas drôle, c'est pas intéressant. Mais un traité en bande dessinée, ça passe déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, le travail que je pouvais faire par rapport aux publications médicales, c'était justement d'apporter cette connaissance qui existe et que moi, je trouve passionnante à des gens qui vont pas aller lire des livres beaucoup plus sérieux. Au même titre qu'un traité de vulgarisation scientifique sur un sujet de ce type. En tous les cas, moi, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Moi, je conseille ardemment la lecture de ce livre qui est vraiment très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Laurent ? Moi, j'adore aussi cet album. J'avais une question à poser à Lou. Comment a réagi votre entourage suite à la parution de l'album? Est-ce qu'ils étaient tous au courant de votre bipolarité? Et comment ont-ils vécu la sortie de l'ouvrage? Alors, les personnes qui avaient besoin d'être au courant l'étaient déjà, bien sûr. C'est pas quelque chose que je cache. Si je suis capable d'en parler à la télévision, c'est que ils étaient au courant. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes un peu plus lointaines de mon entourage qui ne savaient pas encore. Ça a été l'occasion d'en parler, ça a été l'occasion de leur montrer d'une façon un peu plus douce, peut-être, sans dramatiser, sans qu'ils aient peur. Et au final, le message est très très bien passé, donc c'est vraiment l'essentiel. Voilà. Merci Lou, c'est encore une fois Goupil-Louface, ça sort chez Vraoum et c'est un excellent ouvrage. Merci beaucoup. Nous passons à la suite. La peinture, art majeur, est très présente dans le monde de la bande dessinée en général. On retrouve en particulier certains grands peintres qui sont soit autobiographiés à travers la bande dessinée ou qui sont utilisés comme héros dans des aventures fictives. Qu'en est-il, Emmanuel, de Magritte ? Écoutez, j'ai eu envie vraiment de vous parler de ce livre-là, que j'ai adoré. Vraiment, alors ça s'appelle Magritte. Ceci n'est pas une biographie. Parce qu'évidemment, on parle de peinture en bande dessinée, il fallait que les auteurs se distinguent un petit peu. Ce sont des Belges, le scénariste est belge, il s'appelle Vincent Zabus, et le dessinateur, c'est Thomas Campi, il est italien. Ils ont déjà travaillé ensemble sur d'autres ouvrages, et là, ils avaient envie de raconter finalement une biographie qui n'en est pas une, parler de Magritte autrement, raconter en images, parce que vraiment, alors ce qui est important dans ce livre-là, c'est que le dessinateur
s'est amusé, en tout cas dans le style, à non pas reproduire, quoique, parce qu'il reproduit un certain nombre de ce peintre belge qui est un héros national en Belgique. Il y a 2 musées, même Magritte. Il y a le musée qui est à côté du musée des Beaux-Arts, qui est très très connu, puis il y a un autre musée, Magritte, qui l'est un peu moins, mais c'est vraiment un vrai héros. Je le disais en introduction tout à l'heure, on va célébrer le 50aire de sa mort en 2017, donc on va beaucoup en parler, mais c'était bien du coup que les Belges ouvrent la chose. Cela dit, ce ne sont pas les seuls, puisqu'il y a une exposition actuellement à Beaubourg et qui va durer jusqu'au mois de janvier, qui également fait la part belle à ce peintre magistral, peintre surréaliste. Vraiment, c'est un type qui a beaucoup fait beaucoup pour la peinture et notamment si ces peintures sont tellement populaires dans le monde entier, c'est que vraiment il a inventé quelque chose. Et les auteurs du coup ont raconté son histoire à travers ce personnage qu'on voit ici. C'est un personnage qui au début de l'histoire met un chapeau melon sur la tête, le chapeau évidemment. On pense tout de suite à un de ces fameux tableaux de Magritte. Et du coup et tout au long du récit, il va essayer d'enlever le chapeau, il va pas y arriver et donc il va rentrer même dans les tableaux, rencontrer les personnages, aller à la rencontre sur le parcours en fait de ce peintre-là. Et ça raconte son histoire sans la raconter. C'est pour ça que ça s'appelle Ceci n'est pas une biographie. C'est magnifique, vraiment. Je trouve qu'il y a plein d'idées graphiques. C'est que là, pour le coup, les auteurs aussi, non seulement, je dis, ont utilisé le style graphique, mais aussi dans le fond et la forme. Encore une fois, c'est vraiment un livre dans lequel on rentre dans le monde de Magritte. On va y croiser toutes les gens qui ont fait le parcours de Magritte. Et notamment, moi, j'ai appris que sa femme, Georgette, qu'il a rencontrée très jeune, quand il avait 13 ans, en fait, c'est le visage. Toutes les femmes qu'on voit dans tous les tableaux de Magritte, c'est toujours cette fameuse Georgette qu'on va retrouver à chaque fois sous toutes les formes. Même si il l'a trompée des milliards de fois et que la pauvre, enfin voilà, ce qu'il couche avec ses modèles, enfin voilà, un vrai peintre. Mais voilà, il avait quitté la Belgique, il était venu en France. En 1927, il a fréquenté toutes les plus grands surréalistes de l'époque. Il était grand ami avec Paul Éluard. Voilà. Mais c'était un type qui était plein de contradictions. Par exemple, là, il traînait à Saint-Germain-des-Prés avec tous les plus grands surréalistes, mais il habitait au Perreux-sur-Marne, en banlieue parisienne, parce que quand même, il fallait toujours garder sa distance. Enfin, voilà, moi, je trouve, voilà, c'est un type qui, voilà, on est comme tout le monde. Je suis restée très marquée par certains de ces tableaux que j'ai adorés, évidemment, qu'on a tous vus. Mais là, c'est l'occasion de les revoir autrement et de rentrer dans le personnage, notamment sur la mort de sa mère, la mort de Magritte. Ça reste une partie assez ambiguë dans son histoire personnelle, et évidemment du coup on imagine que dans son œuvre ça a dû avoir une impact, donc ça ils reviennent dessus. Magritte disait toujours qu'il ne voulait pas qu'on réfléchisse sur sa peinture, que voilà, lui il peignait comme ça, il aimait pas ça, que les philosophes, que les psy et autres psys détestaient tous les psys. Voilà. Donc ça il ne supportait pas évidemment que pour réfléchir sur son travail, les auteurs ont fait l'inverse. Ils se sont fait plaisir. Ils ont analysé la peinture de Magritte, mais via la bande dessinée. C'est très très fin, c'est très très bien. Moi, je vous le recommande vivement. Puis alors, je vous le montre parce que du coup, je suis assez fière. Figurez-vous, quand j'ai rencontré les auteurs, ils m'ont fait une dédicace. C'est la toute première dédicace qu'ils ont fait parce qu'ils sont dédicacés pour la première fois en France. C'était avant la Belgique. Tu fais ta crâneuse. Je fais ma crâneuse. Et donc, ils étaient même assez émus de dédicacer dans leur livre pour la première fois. Et donc, avant même la dédicace à Beaubourg qui a ouvert donc, pour la sortie. Voilà, donc voilà, moi je suis contente. Moi j'ai un dessin dedans en plus de vous, voilà. Magnifique. Non, vraiment un très bon livre à recommander qui est paru aux éditions du Lombard. Bravo aux auteurs. Bien, on va passer au coup de cœur. Au coup de cœur. C'est au tour de Laurent de causer, oui effectivement, puisque donc dans chacune de nos émissions, Laurent nous présente un album qui l'a beaucoup marqué, qui l'a enthousiasmé même, faut bien le dire. Et là cette fois-ci, son choix s'est porté sur le nouveau tome de la série Je, François Billon, qui est une adaptation du roman de Jean Thollet en bande dessinée. Donc c'est le coup de cœur de BDG de la semaine. Laurent, c'est à vous. Emma vous a parlé de peinture, je vais vous parler de poésie, puisque François Villon est un poète du XVe siècle, sûrement le poète le plus connu du Moyen-Âge. Et je vais vous parler notamment du troisième et dernier tome de Je, François Villon, de Luigi Critone, adapté, comme Emma vous l'a dit, d'un roman de Jean Thollet, qui avait aussi écrit Le Montespan et Charles IX, adapté aussi en bande dessinée. François Villon, c'est un poète qui est né en 1431. Qui a eu une enfance plutôt difficile puisque ses parents sont morts lorsqu'il était très jeune. Son père a été pendu, sa mère a été mutilée, torturée par un évêque. Et François Villon a été recueilli par un chanoine. Donc il a développé très tôt des talents d'écriture, mais aussi un goût prononcé pour la débauche, pour le vol. Il a même assassiné pour rentrer dans un gang, le gang des coquillards. Et dans le troisième tome, on assiste à voilà ce qu'on peut voir quelques pages, on assiste au déclin de François Villon. Je ne sais pas si Nicolas peut montrer la couverture qui est très intéressante. Oui, bien sûr, voilà.
Voilà, donc là, on voit le crépuscule qui correspond au crépuscule de sa vie. Là, ce sont 2 années qui sont racontées dans le 3e tome. Et on assiste à des scènes de torture, on voit la déchéance de Villon, ses transformations physiques, on le voit avec le visage très très amaigri, et on ne le reconnaît plus, même ses amis, lorsqu'il revient à Paris, ne le reconnaissent plus. Ce n'est plus le François Villon qu'ils avaient connu des années auparavant. Donc on remarque le très beau travail de Luigi Critone, c'est très beau aussi. Ouais. Qui est resté très sobre en fait dans ses décors. Il a préféré se concentrer sur ses personnages, de façon à ce que le lecteur ne soit pas happé par les décors. Vraiment un magnifique travail. On voit ce sont les scènes de torture qui durent quand même quelques pages, qui sont très très dures. Il y a des extraits des poésies, hein, Il y a des extraits des poésies, voilà. Oui. Alors ce qu'il faut savoir sur François Villon, c'est que même aujourd'hui, les traducteurs ont encore du mal à savoir exactement ce que voulaient dire ces poésies. Donc ça reste un auteur méconnu, mais très très célèbre. Voilà, donc on raccorde des scènes de torture qui durent. Voilà, là, si tu peux rester juste après Nicolas. Ah pardon. Voilà. Donc ça c'est une scène très intéressante. On voit là en fait en fond sur la page de gauche, on voit le roi Louis XI et François Villon qui est en premier plan. Et ce qui est intéressant dans le traitement de Luigi Critone, c'est qu'on ne sait pas exactement si cette scène est réelle ou pas. Donc il a voulu représenter Louis XI dans un aspect fantomatique. Oui, on voit bien. Et un petit peu flou, et François Villon en premier plan de façon beaucoup plus claire. Alors c'est drôle parce que j'aurais tendance à dire on croirait du clair-obscur, puisqu'on parlait de Magritte à l'instant. T'as vu un peu le rebondissement. La transition est exceptionnelle, Nicolas. Voilà, vous avez lu le roman de Jean Telet, Laurent ? Oui. Oui, c'est une très belle adaptation de Critone. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on connaît très peu finalement la vie de François Villon. Donc Jean Telet a imaginé ce qui a pu être la vie de Villon. On sait aussi qu'il est né en 1431, mais pas exactement quand. Telet a choisi de le faire naître le jour pendant lequel Jeanne d'Arc est morte brûlée vive. Donc il y a beaucoup de suppositions, mais c'est vraiment une très belle adaptation de Critone. Donc en 3 tomes chez Delcourt. Oui, c'est la fin. C'est une trilogie, c'est fini. C'est la fin, exactement. Voilà, donc pour info, il donne une petite info sur l'actualité de Critone. Et donc il a pour l'instant écrit donc cette trilogie. Il a écrit aussi La Rose et la Croix. Il a aussi écrit un set, donc les 7 missionnaires, dans un registre plutôt historique. Il est en train aujourd'hui de travailler avec JP sur un nouveau projet. Donc un projet 100% italien, puisque Critone est aussi italien. Donc à découvrir probablement l'année prochaine ou en 2018. Très bien, merci. C'est toujours un plaisir que de t'entendre parler de livres. Avec plaisir. Emmanuel, la suite c'est quoi ? On va aller visiter une superbe exposition au Grand Palais. On a eu cette chance-là. Aujourd'hui, on vous emmène visiter l'expo Hergé au Grand Palais. Alors, la première question, évidemment, c'est que cette exposition, comment est-elle née et qui vous a contacté en premier ? Est-ce que c'est le musée Hergé ou est-ce que c'est le Grand Palais qui avait envie de faire une exposition sur Hergé ? C'est le Grand Palais qui avait, depuis plusieurs années, envie de faire une exposition sur Hergé et, de manière assez logique, est allé voir les représentants du musée Hergé à Louvain-la-Neuve pour leur proposer de travailler ensemble sur un projet d'exposition. Et donc, l'exposition que vous voyez aujourd'hui au Grand Palais a été élaborée, conçue spécialement par les équipes du musée Hergé pour le Grand Palais. Vous avez donc dû prendre toutes les pièces qui sont chez eux, vous avez dû vider, parce qu'il y en a tellement ici qu'on imagine que le musée Hergé est vide aujourd'hui. Mais non, pas du tout. Le musée Hergé a une collection extrêmement riche de planches, de documents divers. Et ce n'est qu'une petite partie que l'on peut voir ici au Grand Palais. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément des pièces qui sont montrées au musée, puisque le musée lui-même expose selon certaines thématiques, et ce ne sont pas forcément les mêmes qui reviennent ici dans l'exposition du Grand Palais.
Qu'est-ce que vous aviez envie de montrer? Parce que là, on est devant le mur du Puy 20e, par exemple, tous les numéros que Hergé illustrait de ce quotidien. C'est là qu'est né Tintin, évidemment. Est-ce que c'était une exposition rétrospective? Parce qu'il y a plein de choses, c'est très scénographié dans l'exposition. Cette exposition se voulait vraiment comme une véritable rétrospective sur Hergé. C'est une exposition qui voulait consacrer vraiment Hergé comme un grand créateur du XXe siècle, un grand artiste. Et comme toutes les rétrospectives, donc elle entend dérouler toute la vie d'Hergé, montrer toute son œuvre et surtout dévoiler des aspects aussi un petit peu méconnus pour le grand public de sa personnalité, de sa carrière. On découvrira par exemple qu'à une certaine époque, Hergé a hésité avec la carrière de publicitaire et donc a créé un certain nombre d'affiches, de campagnes, de couvertures, de brochures qui sont très étonnantes, qui surprennent la majorité des visiteurs. Et on découvre aussi qu'Hergé était un passionné d'art contemporain et qu'il a réuni autour de lui une véritable collection d'art contemporain, très audacieuse pour son époque. Il va réaliser assez vite que sa véritable voie, c'est la bande dessinée, que c'est là où il a apporté quelque chose de nouveau. Mais cette passion pour l'art contemporain va l'amener aussi à sa dernière histoire, sa dernière aventure de Tintin, Tintin et l'Alpha Art, celle qui va rester inachevée et que Casterman a publiée dans son état d'ébauche. Alors on y trouve tout plein de choses, évidemment des crayonnés, les planches de bande dessinée, des choses plus inédites, des choses plus rares. Mais voilà, on rentre dans l'univers de Tintin et de Hergé. C'est une exposition internationale, il y a du monde entier qui vient chez vous, forcément. Oui, forcément. Les aventures de Tintin, ce sont des aventures qui ont ont rencontré un succès international sans précédent. On voit d'ailleurs à un certain moment dans l'exposition tout un mur d'albums publiés dans différentes langues, et c'est très impressionnant de voir à quel point Tintin s'est répandu dans toutes les contrées du monde. Merci. L'exposition Hergé est visible jusqu'au 15 janvier au Grand Palais. Vraiment, je vous la recommande parce que nous, on a passé un très très bon moment. Il y a X salles, où à chaque fois vous pouvez redécouvrir des originaux, voir des interviews d'Hergé. Enfin, c'est assez fabuleux évidemment. Puis Tintin, c'est pour les petits et pour les grands, donc vous pouvez y aller en famille. C'est interactif. On a aperçu notamment une magnifique maquette de Moulinsart, de reproduction du château de Cheverny. Enfin, c'est très réussi, vraiment une belle exposition. Il y a un catalogue, il y a un gros catalogue et un petit catalogue. Là, j'ai le petit ici. Donc l'exposition Hergé, évidemment, vous pouvez vous procurer à la bibliothèque du Grand Palais. Mais évidemment, faites-vous plaisir et allez redécouvrir Tintin autrement. Autre sujet du jour, parce qu'on avait envie évidemment d'évoquer nos derniers coups de cœur, je voulais vous parler de celui-ci. Ça s'appelle Monsieur Désir, parce qu'aussi je vous emmène dans l'Angleterre victorienne. C'est signé Hubert et Virginie Augustin. Hubert, on le connaît, c'est le scénariste. Alors c'est amusant parce que cet auteur-là a longtemps été coloriste, et puis maintenant il est scénariste, notamment des séries Beauté, Miss Patouche, des choses très très réussies déjà. Et puis Virginie Augustin, c'est la première fois qu'ils collaborent ensemble. Elle est dessinatrice notamment de la série L'Hymne le Tanneur avec Wilfrid Dupanneau ou d'autres choses. Et là, elle a radicalement changé de style. C'est extrêmement réussi. On est dans l'Angleterre victorienne. Les deux personnages principaux, il s'appelle Édouard. C'est un riche héritier. Et puis Lisbeth, elle est à son service et puis elle va devenir sa confidente. Alors que, évidemment, ça crée des rivalités parce que c'est pas normal qu'une jeune femme de chambre comme ça puisse avoir le bon bénéfice et autant d'attention de la part du patron, on va dire, du boss. Et franchement, c'est très 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 joli graphiquement. C'est très réussi. On est plongé dans ce monde-là, ce type-là qui ne cesse d'avoir X aventures, qui évidemment passe son temps à engrosser des jeunes femmes, etc., dont il ne veut pas assumer ensuite, d'accord. Voilà, quoi que ce soit. Et voilà, donc c'est l'histoire de ce personnage-là. C'est une fiction, ça n'existe pas. Non, vraiment, l'histoire est très bien racontée, les dialogues sont incisifs, les reconstitutions historiques est assez admirable. Il y a un énorme dossier à la fin qui vous remet tout ça dans le contexte historique. C'est vraiment un très bon récit historique, fictif, mais passionnant, que j'ai beaucoup aimé, aussi parce que graphiquement, encore une fois, je trouve que Virginie Augustin a fait un travail remarquable, donc à mettre dans toutes les mains. Monsieur Désir, point d'interrogation, c'est paru aux éditions Glénat. Alors, juste un mot, Emma. Oui. Vous disiez que Hubert était coloriste, il a réalisé les couleurs de cet album. Ah ben voilà, donc il continue à cumuler le garçon. Bravo, merci Laurent. Alors, moi, je voulais vous parler d'un livre tout à fait particulier. Il y a quelques jours, évidemment, tout le monde reparlait du Bataclan pour l'anniversaire du drame. Donc, pour rappel, il y a un an, effectivement, la salle du Bataclan était attaquée, prise
pour cible on s'en souvient tous évidemment, des terroristes. Et si on a parlé effectivement des 130 morts, si on a beaucoup parlé aussi des plus de 400 blessés, on a peut-être un peu moins parlé finalement, ou laissé la parole aux rescapés, aux 1000 personnes qui étaient là ce soir-là, qui n'ont pas été blessées, mais qui ont été traumatisées par l'expérience. Et en particulier ce monsieur qui s'appelle Fred De Wilde. Alors Fred De Wilde, c'est un pseudonyme que cet illustrateur a pris. J'ai appris ça à l'occasion. Il s'avère qu'il existe des groupies qui courent après les victimes des attentats et qui en fait sont terriblement envahissants. Donc pour éviter ça, il a pris donc un pseudonyme et d'ailleurs il refuse qu'on connaisse son visage. C'est assez étonnant. Et donc il nous livre son témoignage, vraiment son témoignage, dans un livre qui est extrêmement troublant, qui est très prenant, qui est très qui est pas finalement très sombre. Ce livre est constitué de 2 parties. Une première partie avec une quinzaine de planches de bande dessinée. Donc il y raconte son moment dans la fosse, entre son arrivée au Bataclan, les premiers tirs, et puis le moment finalement où il s'allonge dans une mare de sang, etc., etc. Et puis dans une deuxième partie, c'est de la littérature et il explique son après-Bataclan, c'est-à-dire sa reconstruction, ses peurs, son quotidien, etc. Évidemment troublé par le traumatisme terrible qu'a été cette expérience. Donc à découvrir chez Le Mieux Éditeur, qui est un éditeur de bande dessinée, qui est un jeune éditeur de bande dessinée, donc ça on aidera à découvrir ça dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Merci Nicolas, parce que cette émission est déjà terminée, je suis désolée de vous presser un peu. C'est court. Mais vous pouvez la revoir à volonté évidemment grâce au replay sur le site de Watch TV, sur le site de notre partenaire BDGest, vous pouvez directement sur YouTube ou Dailymotion, faites-vous plaisir. Vous pouvez même l'écouter en podcast, tout est possible. La semaine prochaine, évidemment, vous retrouverez Christophe pour un nouveau rendez-vous d'Entrecases. Merci, cher Loulubi. Merci à vous. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Cher Nicolas, donc nous, on se retrouve dans 2 semaines. Avec grand plaisir. Et avec Laurent, évidemment. Ce sera le jeudi 8 décembre, avec, allez, roulement de tambour, je vous l'annonce déjà, le Grand Prix d'Angoulême 2016 sera avec nous. Herman, qui sera présent, puisqu'il viendra nous parler de son exposition au Festival d'Angoulême, il viendra nous parler de son actualité, de tout plein de choses. Et on en reparlera dans 2 semaines. Voilà, ça c'est du teasing. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, lisez des BD. On se retrouve très vite. Bye bye Nicolas. Au revoir. Salut à tous. Au revoir à tous. Au revoir.